arrivée en septembre dernier ne marque pas une rupture. Je me suis mis dans les pas de mon prédécesseur Sylvain Riquier, dont je salue l'action les 4 années précédentes. Lui comme moi, nous sommes inscrits dans une longue histoire d'une relation fraternelle qui lie nos 2 pays depuis des décennies. Disons les choses clairement, la relation et le dialogue qu'entretiennent la France et les Comores est fraternelle, basée sur l'amitié et le respect mutuel. Mais mon travail, en tant que diplomate, c'est aussi d'en tenir compte et de chercher, partout où c'est possible, chaque fois que c'est possible, des solutions concrètes et des compromis conformes à l'intérêt de nos 2 nations. Renforcer les dynamiques citoyennes aux Comores. Nawezo est un programme porté par la société civile comorienne soutenu par l'ambassade de France. Inscrit dans la stratégie Comores émergente 2030, Nawezo accompagne des projets concrets, inclusifs et durables. Mwezi wa Komori ni msimu mushiriani idi ya furaha na baraka. Atamana lakum wa liailatikum wa karibikum aidan saidan. Je vous souhaite une belle fête en famille, avec ceux que vous aimez et surtout, n'oublions pas d'associer les plus nécessiteux à ce moment de partage. Waangalizi watukufu wa Facebook FM, waishilizi watukufu wa Baraka FM nana RSM13 wakomorika yao mstahamili ya harmai mala watukufu ya hanyu mwandika ni udunga mpango hatu uskwale unu ruhundu shaba harma mpango hatu wa face à face ya ulahiki ye balozi wa Faransa hunu masiwani ili huja rihadisi na sina ya harma ya masuala ya halikiana we diplomasi baina ya humdungano wa Faransa na Komor mpango ikayao kama landa si ufanya harma Facebook FM ama leo indo mpango hanani fanya da sina balozi wa nimeni bana Etienne Champo ikayao harangeze dhamana ngasina mamuda bana abange wo de namna ikayao mpango johendesa ili mjue izo Faransa ifanya Komori lazibi yezebari na majozi Tanzania umdungano wa Komori na Faransa ngodoka na mnaje. Aujourd'hui, nous recevons son Excellence Etienne Champo, nouvel ambassadeur de la France auprès de l'Union des Comores, diplomate de carrière. Il a occupé plusieurs postes au ministère français des Affaires étrangères et dans plusieurs représentations diplomatiques, notamment au Caire, à Tunisie et à Abidjan. Avant sa nomination à Moroni en 2025, il était consul général de France à Johannesburg. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et merci d'être avec nous. Merci, bonjour à vous et bonjour à vos téléspectateurs. Depuis votre arrivée aux Comores, on a l'impression de vous voir partout. Moroni, Mitsamoudou, Fomboni. Certains vont même donner un surnom, CR7. Est-ce que c'est une volonté d'être présent sur le terrain et de comprendre le pays au plus près? Quelles seront vos priorités durant votre mission ici à Moroni? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de m'accueillir, souhaiter un bon Aïd à toutes les personnes qui nous écoutent, Aïd Moubarak. Et je suis très content d'être avec vous ce matin pour pouvoir échanger sur la France, sur les Comores, sur nos relations. Alors CR7, vraiment, là vous allez faire plaisir à mon fils. Sa chambre est tapissée de photos de CR7, alors il va être très très fier. Moi, j'aurais préféré Paul Pogba comme comparaison ou N'Golo Kanté, mais ça me va. Qui tourne beaucoup. Ouais. Le CR7 court plus vite que Pogba. C'est vrai. Donc merci pour cette comparaison. Pour être un petit peu plus sérieux, ces visites sur le terrain, elles sont absolument fondamentales. D'ailleurs, je me suis inscrit dans les pas de mon prédécesseur, Sylvain Riquier, que vous aviez reçu, et à qui je rends hommage, et qui lui aussi était déjà très présent sur le terrain. Le travail d'un ambassadeur, c'est avant tout de travailler avec le gouvernement, avec l'État, avec les décideurs en général.
mais ce travail il serait incomplet si nous n'allions pas au contact de la population. Moi, en plus, c'est vraiment ce que j'aime faire. J'aime écouter, j'aime partager, j'aime échanger. Et vraiment, pour moi, c'est un pan absolument essentiel de mon activité. Plus largement, je vous dirais que ma mission, la mission qui m'a été confiée par mon président de la République, et du coup, c'est même, je pourrais dire, mon obsession, c'est de donner de la visibilité, c'est-à-dire de montrer que les gens puissent voir avec leurs yeux au travers des miens, puissent entendre, puissent sentir ce que la France fait aux Comores, ce que la France et les Comores font ensemble au bénéfice de la population. Donc chaque fois que je vais sur le terrain, vous avez cité les capitales de Mohéli, d'Anjouan, de la Grande Comore, et c'est absolument fondamental effectivement d'être présent partout. Chaque fois que je me déplace sur le terrain, j'essaye de montrer ce que nous faisons, une réalisation concrète. Ça peut être une école, ça peut être un hôpital, quelque chose de concret que nous avons fait ensemble. Donc c'est ça le sens de ces déplacements sur le terrain. Des fois, on vous voit même avec des dames rentrer à la cuisine, des fois, même ça crée un peu des polémiques sur les réseaux sociaux. Comment vous jugez cela? Bon, des polémiques sur les réseaux sociaux, c'est pas un média qui s'appelle Facebook FM que je vais apprendre ça. Il y en a sur tous les sujets. La scène dont vous parlez, c'est-à-dire avec les dames qui avaient cuisiné pour nous, c'était une scène complètement spontanée. Il m'a paru tout à fait normal d'aller les remercier pour leur hospitalité. Après, quelqu'un a pris une photo, elle a circulé. Je pense pas que ce soit un motif de faire une polémique, mais bon, de toute façon, il y a des polémiques, il y en aura toujours. Moi, je crois vraiment qu'au-delà des polémiques, au-delà des commentaires, c'est très très important d'être avec la population, d'être avec les personnes, avec les Comoriennes, les Comoriens, pour pouvoir écouter. D'ailleurs, si vous me permettez de sortir un petit peu du cadre France-Comores, dans le monde d'aujourd'hui, bon, il y a la guerre au Proche-Orient, par exemple, il y a de la guerre ailleurs. Je crois que le monde a vraiment besoin de cette bienveillance. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'écoute, de partage, de respect des différences. Je voudrais pas écorcher un verset du Coran par un arabe approximatif, et donc je me permettrai de citer une sourate en français, mais c'est le Coran qui dit « Faites le bien ». Car Dieu aime les gens qui font le bien. Et je pense que c'est un message dans lequel nous pouvons tous nous reconnaître, c'est un message universel. Et moi, en tout cas, ma démarche professionnelle, ma démarche personnelle, elle s'inscrit complètement là-dedans. Donc je pense que aller voir les gens, discuter, partager, écouter, c'est absolument fondamental aujourd'hui. Justement, vous êtes dans cette question. La France et les Comores entretiennent une relation ancienne et particulière. Mais beaucoup de Comoriens, ce qu'on ressent actuellement ou ces derniers temps, estiment que cette relation est restée parfois déséquilibrée et même certains tons montent. Je parle des anciens ministres des Affaires étrangères, des avocats qui disent qu'il faut qu'on fasse une rupture diplomatique entre la France et les Comores. Comment la France analyse aujourd'hui ses relations avec les Comores? J'ai été le premier, je crois, à parler, c'était dans mon message de vœux du début d'année, à parler de frustration. J'ai cité les visas, par exemple, parce que tout simplement, j'écoute, j'entends, on me parle souvent des visas, et puis par ailleurs, je vois les interventions dont vous m'avez parlé, que vous venez de citer. Moi, il y a des frustrations et on va sans doute reparler des visas autour de cette question en particulier, mais ce que je constate, c'est qu'il y a une relation en réalité très apaisée entre nos deux pays. Il y a une relation ancienne, il y a une relation fraternelle qui est basée sur l'humain, sur les relations humaines qu'il y a entre nos deux pays. Il y a un dialogue diplomatique qui est globalement au diapason. On l'a vu sur les grandes questions comme le Proche-Orient, comme l'Ukraine, comme ce qu'on appelle les enjeux globaux, le climat, l'environnement, le respect des océans, où la France et les Comores sont toujours ensemble aux Nations Unies. Donc il y a, je pense, un partenariat respectueux, mutuellement respectueux,
et donc une relation qui finalement est au beau fixe. Ça n'empêche pas évidemment qu'il puisse y avoir des désaccords de temps en temps. Et j'entends bien, lorsque je me déplace, les questions qui peuvent m'être posées sur les visas, sur l'état civil, et on en reparlera sans doute. Mais globalement, vraiment, être ambassadeur de France en Union des Comores, c'est une grande responsabilité, mais aussi c'est une grande fierté et un grand honneur. Mais justement, sur la question, les gens qui disent qu'il faut faire une rupture diplomatique, surtout sur la question de Mayotte, que répondez-vous à cela? D'abord, c'est leur droit de parler, donc je respecte cette parole, mais je crois vraiment qu'on n'en est pas du tout là. Il n'y a absolument pas de rupture diplomatique. Au contraire, il y a un dialogue diplomatique. Parlons de toutes les questions. Il n'y a aucun sujet tabou, mais faisons-le de façon constructive, comme nous le faisons jusqu'à présent. Je crois vraiment que ça n'est pas du tout à l'ordre du jour, ni d'un côté ni de l'autre. Merci, monsieur l'ambassadeur. On va parler un peu des projets. Plusieurs projets et coopérations existent entre la France et les Comores, notamment dans l'éducation, dans la santé, dans l'emploi des jeunes et développement économique. Souhaitez-vous poursuivre ces projets et donner une nouvelle orientation à la coopération entre la France et les Comores? Alors oui, bien sûr, je vais poursuivre. Il y a, vous savez, beaucoup de chantiers qui ont été lancés depuis 2019 en réalité, donc ça n'est pas nouveau. Nous allons les poursuivre. Ça a été un petit peu lent au début parce que vous savez, pour le développement de toute façon, ça prend du temps. Donc ça a été un petit peu plus, disons, laborieux au début. Mais là, on est en train de décoller. Il y a des choses très concrètes qui sont sorties, qui vont sortir. Permettez-moi de citer par exemple un projet qui me tient à cœur, qui a mis un peu de temps à accoucher, mais qui maintenant est là. C'est l'assurance médicale généralisée. C'est un mécanisme par lequel les Comoriennes, les Comoriens peuvent aller se faire soigner dans un hôpital de référence, finalement gratuitement, comme un système de sécurité sociale finalement. Il faut que ce système il soit pérennisé, c'est très important pour la confiance des personnes, des patients, des ménages, des structures médicales aussi, mais à long terme, si ce système est pérennisé, je pense que c'est une véritable révolution. Permettre aux gens d'aller se soigner dans de bonnes conditions et à moindre coût, je pense que c'est l'avenir. Justement, dans les projets, il y a beaucoup d'opinions qui disent que la France investit davantage dans l'éducation, dans la santé, mais pas dans les infrastructures, des projets économiques pour aider à lutter contre le chômage. Mais vous êtes dans l'éducation, dans la formation. Ils disent qu'il y a même des gens qui haussent le ton, qui disent que oui, on ne voit pas où va l'argent que la France donne aux Comores. Il y a même des gens qui disent que c'est des prêts que la France fait pour les Comores. Donc, je voulais comprendre où en est tout exactement de ces projets, justement, des accords de 2019 que Moroni avait signé avec Paris. Et que répondez-vous à des gens qui disent... sur ces grands projets économiques qui disent que la France n'investit pas sur des grands projets économiques? Ces remarques que vous faites, je les entends, bien entendu. Alors, ça me permet de faire une première, peut-être, mise au point très claire. Il n'y a pas de prêt. Toute l'aide française, ce qu'on appelle l'investissement solidaire français aux Comores, ce sont des dons. Il n'y a pas de prêt. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, la France est en train d'investir aux Comores, d'aider, c'est tous des dons? Ce ne sont que des dons, 100% de dons. Il n'y a aucun prêt. D'autres partenaires prêtent, c'est leur droit bien entendu, c'est dans le cadre d'un dialogue avec le gouvernement comorien. Nous, ce ne sont que des dons. Donc les 250 millions d'euros que la France investit, c'est de l'argent du contribuable français, c'est très bien comme ça, il faut continuer comme ça, mais je voudrais que ce soit clair. Parfois je lis sur Facebook, c'est de l'endettement, la France donne d'un côté ce qu'elle récupère de l'autre. Je vous garantis que c'est absolument faux, ce sont des dons. Donc ça, merci pour cette mise au point. Il y a beaucoup d'investissements dans l'emploi. Vous avez cité l'emploi et vous avez raison, c'est absolument fondamental. Il y a, par exemple, j'ai lancé en fin d'année dernière une initiative qui s'appelle Initiative Emploi 2, précisément, qui permet à des petits au sens
où on commence un projet à des entrepreneurs, des jeunes, de se lancer. Je me souviens par exemple de cette jeune femme, d'ailleurs je suis allé lui rendre visite plus tard, qui, avec l'aide de son père, a repris la poissonnerie familiale. Elle était absolument ravie, puisque le petit coup de pouce que que ce projet lui a donné, va lui permettre, ça l'a aidé à se lancer, et ça va lui permettre de développer, on espère, son commerce et de prospérer. Et ensuite de créer des emplois, etc., etc. C'est vraiment ça l'initiative. Après, s'agissant des infrastructures plus précisément, c'est très important, c'est vrai. Je reste convaincu qu'investir dans l'éducation, peut-être ça ne se voit pas à très court terme, mais ça a une très forte portée à long terme. Mais ça n'empêche pas. On ne voit pas des gros bâtiments, des gros stades, on ne voit pas des routes. Non, les grands stades, les grands bâtiments, d'autres s'en chargent, c'est très bien comme ça. Mais par exemple, vous savez que nous sommes en train de rénover, il y a des chantiers dans une 50aine d'écoles. Moi, si je reviens aux Comores, et quand je reviendrai aux Comores dans 15 ans, dans 20 ans, ma fierté sera immense si un ancien élève, un professeur, un enseignant me dit, vous voyez, cette école, elle a été rénovée par la France et nous avons formé des dizaines et des dizaines d'élèves. Là, vraiment, ma fierté sera immense. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est du long terme. Mais je pense que c'est très, très important de miser sur le long terme. Les infrastructures, c'est très important, pas de doute, mais il faut aussi miser sur le long terme et c'est ce que nous faisons. Merci. Parlons un peu du question de visa. C'est une question qui reste une question majeure au niveau de la population comorienne. La question de visa aujourd'hui reste un sujet qui provoque le plus de frustration chez de nombreuses Comoriennes. Beaucoup dénoncent des refus fréquents et des procédures jugées peu transparentes. Certains critiques visent également le consul de France à Moroni et certains accusent le France d'adopter certains accusent le consul d'adopter certaines positions, certaines sensibilités politiques d'extrême droite en France. Comment réagissez-vous à cette accusation et que compte faire l'ambassade pour établir la confiance entre les Comoriens et les services consulaires français? Alors, permettez-moi d'être très clair d'abord sur ce que vous citez à propos du consul. Pour moi, ce sont des attaques personnelles absolument inacceptables. Des attaques personnelles, comment? Quand vous attaquez, quand vous dites c'est le consul, quand vous le stigmatisez, je dis pas vous, hein, quand je dis vous, ce sont des choses qu'on voit, des gens assis sur leur canapé, sur les réseaux sociaux, qui vont faire des insinuations, même je dirais même de la diffamation. De la diffamation? Oui, quand vous dites, encore une fois, ce n'est pas vous, hein, ce sont des gens que je vois sur les réseaux sociaux dire il est d'extrême droite, il est comme ci, il est comme ça. Pour moi, on est proche de la diffamation. Et je trouve ça absolument injuste, inacceptable, parce que vous savez, le consul, il y avait un autre consul avant lui, il y en aura un autre après lui, il applique une réglementation. Et j'ajouterais qu'il l'applique sous mon autorité. Donc moi, ça veut dire quoi sur votre autorité? C'est moi qui lui dis, c'est moi qui fais appliquer cette réglementation. C'est moi qui suis en tant qu'ambassadeur, qui suis le chef dans cette ambassade. Donc, ce que je dirais, attaquez-moi, critiquez-moi. C'est pas très agréable. Hein, je n'invite pas les gens à m'attaquer, mais plutôt que de critiquer un fonctionnaire, le consul. Moi, ce que je dirais aux gens, prenez vos responsabilités, critiquez-moi en tant que représentant de la France. Et je répondrai, je discuterai, pas de problème. Mais les attaques personnelles, franchement, c'est absolument inacceptable. Merci de m'avoir permis de faire cette mise au point. Sur le fond, c'est vrai qu'il y a un taux de refus élevé. Les statistiques, c'est que nous traitons à peu près 6 000 visas chaque année. 6 000 visas. C'est beaucoup, hein, 6 000 visas. Vous imaginez la charge de travail que c'est pour une petite équipe du consulat. Il y en a à peu près 3 000 qui sont accordés. Ça veut dire la moitié. Je comprends, vraiment, je comprends très très bien, je suis aussi un citoyen, que déposer un visa, c'est difficile. Ça demande de faire un dossier, ça demande d'aller chercher des pièces où on peut avoir l'impression un peu de se dévoiler et personne n'aime ça. C'est désagréable lorsque vous avez un refus. Je comprends très bien lorsque vous avez un cousin,
un frère, une sœur, un oncle, une tante, un parent en France, et vous-même, vous ne pouvez pas aller les voir, je comprends très très bien. Mais sur le fond, ce que nous voyons, c'est que c'est possible d'avoir un visa. Il y a la moitié des gens qui déposent qui ont leur visa. Pourquoi? Parce qu'ils montrent qu'ils ont les ressources suffisantes, qu'ils ont un projet cohérent, que ce soit un projet d'études, et je vais revenir sur ce point, un projet de business, un projet familial, un projet touristique qui est cohérent. C'est ça que regarde le consulat. Est-ce qu'il y a une cohérence dans ce que nous montre le dossier? Ouais. Et puis, hélas, permettez-moi aussi de le dire, il y a beaucoup trop de fraude. Le consul me montre parfois des dossiers. Des fraudes, des gens qui... Parfois, je tombe de ma chaise. Quelqu'un qui va mettre un faux relevé bancaire. Mais un relevé bancaire, malheureusement, tellement faux qu'on le voit à 50 km. Et ça jette le doute sur tout le dossier. C'est dommage. Parfois, les gens se disent, bon, mon dossier, il est peut-être un peu fragile, je vais rajouter un document qu'ils vont faire. C'est le document-là qui va faire. Et c'est le document qui va faire qu'on va se dire, non, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. C'est vraiment très, très dommage. Je dis pas du tout, mais pas du tout que tous les Comoriens fraudent, hein. Vraiment, ce n'est pas du tout mon propos. Mais malheureusement, il va y avoir une personne par-ci, par-là qui va frauder et qui va faire que le visa va être rejeté. Donc, mon message, c'est, je comprends, c'est difficile, c'est sensible, il faut passer par une procédure administrative, mais tout ça est encadré par les lois de Schengen, c'est réglementé, on peut faire des recours, donc on n'est pas du tout dans l'arbitraire, on est dans un processus administratif et il faut passer par là. Comme on est dans cette question de visa, il y a certains qui disent que des fois, il y a des enfants malades qui devaient être évacués en France pour aller être soignés, et le consul ou le service consulaire refuse sans regarder le dossier. Il y a même qui disent, moi je cite l'ancien ministre des Affaires étrangères, Maître Fahmi Saïd Ibrahim, qui disent que le consul manque d'humanisme sur des questions comme ça. Que répondez-vous à cela? Bon, d'abord, on revient sur ce qu'on disait avant, sur les soupçons personnels. Sur les valeurs d'un fonctionnaire. Encore une fois, je ne peux pas accepter ça, c'est faux en plus. Mais surtout, factuellement, c'est faux. Moi, à ma connaissance, je peux d'abord ne pas avoir tout l'historique, c'est possible, mais depuis que je suis là, en tout cas, j'ai déjà vu traiter des visas qu'on appelle humanitaires ou médicaux pour des enfants qui étaient en grande difficulté, mais il faut que ce soit sérieux. C'est la condition. Il y a des ONG, par exemple, je pense à Maïcha, qui s'occupe des enfants qui ont des problèmes cardiaques. On travaille avec cette ONG, cette association qui est très sérieuse, et on a délivré des visas à des enfants qui sont vraiment dans des situations très d'urgence. Encore une fois, tout est question de confiance, de sérieux. Il y a des situations dramatiques, nous sommes tout à fait toujours prêts à les regarder de près, le plus vite possible, mais il y a quand même une question de confiance. Avant de terminer sur cette question de visa, excusez-moi si j'insiste, c'est une question qui revient souvent. Certains étudiants, des fois, ils disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi on fait des procédures, on va au Campus France, on donne de l'argent, on vient, on dépose le visa, on a un rejet. Il y a même des gens qui disent que pourquoi on ne rembourse pas l'argent qu'on a déposé ce visa. Et une dernière chose, certains Comoriens déplorent que l'endroit où on va pour ramener le dossier pour déposer le visa, il n'y a pas une intimité dehors, sur la route. Des fois, il y a le soleil, il y a la pluie. Est-ce que l'ambassade de France essaie de voir un endroit où, sans que tout le monde vous voit, que ou Beïd ou l'autre est en train d'aller déposer un visa? Que répondez-vous à cela, monsieur l'ambassadeur? Je comprends. C'est quelque chose peut-être, sans doute, sans aucun doute, sur lequel nous avons une marge de progression. J'entends vraiment ce que vous dites. Nous sommes en train de regarder comment améliorer les conditions d'accueil, parce que c'est ça que vous décrivez, cette intimité, être reçu dans un endroit confortable, ça c'est très important. Nous sommes en train de le regarder avec des moyens qui ne sont pas illimités, mais quand même le point est légitime. Mais merci aussi de soulever la question des visas étudiants. Vous savez qu'en 2025, maintenant nous avons les statistiques, nous aurons délivré environ 600 visas étudiants. 600 visas étudiants. C'est pas mal pour
pour un public très très important sur lequel aussi nous devons miser, les deux pays. C'est l'équivalent de 2024 qui déjà avait été un record. Donc nous maintenons ce taux élevé de délivrance de visas étudiants. Mais là aussi, je pense qu'il faut avoir une réflexion sur qu'est-ce que les deux pays veulent. Quelqu'un, justement, à Campus France me donnait une statistique sur le fait que la moitié chaque année des étudiants, des bacheliers, ont un projet d'études en France. C'est-à-dire que sur 2 ans, vous aurez touché la totalité des bacheliers. On peut peut-être se demander, il faut peut-être tout simplement investir sur l'enseignement supérieur aux Comores pour que les bacheliers comoriens, les bachelières comoriennes puissent trouver des bonnes études, des bons débouchés dans leur pays, sans avoir forcément à se projeter en France ou ailleurs. Toutefois, nous on est très fiers d'être attractifs sur le plan universitaire, donc on continue de délivrer des visas étudiants à un rythme très élevé, mais là aussi il faut que le projet soit solide. Je pense que c'est l'intérêt de personne que nos enfants, vos enfants, se retrouvent en difficulté en France dans un projet universitaire pas très bien défini. Il faut que ce soit solide, il faut être sûr que l'enfant a les ressources nécessaires pour poursuivre les études et que ces études vont vraiment lui bénéficier. Justement, une dernière chose sur ça. Les Comoriens qui sont à Anjouan et Moélie, aussi, ils ne comprennent pas comment, si on veut un visa pour aller en France, il faut prendre le bateau ou l'avion, venir à Moroni, déposer. Et finalement, vous venez vous déposer, on vous rejette le visa. Il y a tout ça. Qu'est-ce que la France peut améliorer ou peut mettre en place pour qu'au lieu de se déplacer d'Anjouan et de Moélie, jusqu'à Moroni? C'est quelque chose qu'on m'a bien sûr beaucoup dit lorsque j'étais à Anjouan. À chaque fois que je suis allé à Anjouan, à chaque fois que je suis allé à Moélie, ça m'a été beaucoup dit. Je l'entends bien. Là aussi, nous n'avons pas des moyens illimités, mais de la même façon que je regarde comment améliorer les conditions d'accueil au consulat, nous regardons comment faire pour peut-être aller au plus près des populations. C'est déjà le cas pour les étudiants. Vous savez que Campus France fait des caravanes de temps en temps, des caravanes universitaires, donc ils vont sur place, ils conseillent, ils recueillent les dossiers. Ça, c'est déjà une chose pour les étudiants, parce que c'est quelque chose dont on m'a aussi beaucoup parlé. Pour les autres types de visas, pour l'instant, je n'ai pas de solution à proposer. Il faut continuer à venir à Moroni, faire jouer la solidarité familiale, etc. J'entends bien que ça n'est pas idéal, mais il faut trouver un équilibre, comme toujours, entre nos possibilités, nos ressources et les réalités du terrain. Monsieur l'ambassadeur, merci. Dans l'émission, on va maintenant aborder la question concernant le vote que le Sénat français a voté un texte visant à lever l'interdiction de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures dans les territoires d'outre-mer. Quelles pourraient être les implications pour Mayotte et pour les relations entre la France et les Comores, que les Comores réclament aujourd'hui ou depuis que Mayotte est comorien? Sur ce point, ce que vous avez cité, c'est ce qu'on appelle une proposition de loi. Vous savez peut-être, sans vouloir être trop technique, qu'en France, on fait la distinction entre un projet de loi et une proposition de loi. Projet de loi, c'est le gouvernement. Une proposition de loi, c'est le Parlement. Là, en l'occurrence, c'est une proposition de loi du Sénat. C'est-à-dire que quelques sénateurs ont élaboré ce projet, cette proposition, pour être précis, et l'ont fait voter par le Sénat. Donc, il n'y a pas encore de décision. Pour que, éventuellement, cette loi soit adoptée, il faudrait qu'elle soit adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale. À ma connaissance, mais je ne suis pas... par définition, moi je représente le gouvernement, donc je ne sais pas où ça en est, mais il n'y a pas eu de vote de l'Assemblée nationale. Donc pour l'instant, ça reste une proposition de loi votée par le Sénat. Pour ce qui est de la position du gouvernement, elle est constante. Elle est pour une économie décarbonée, c'est-à-dire une économie qui ne repose pas sur les énergies fossiles, en particulier le pétrole. Nous avons voulu sortir du tout pétrole. Et nous investissons sur la protection de l'environnement. C'est le cas aux Comores. Nous soutenons par exemple le parc marin de Moélie. Nous avons un programme de l'AFD qui est précisément sur la préservation de l'environnement. C'est ça la position du gouvernement français à ce stade. Il n'y a aucune décision
sur l'exploration des hydrocarbures, où que ce soit d'ailleurs. La question de Mayotte reste un point majeur et des désaccords entre la France et les Comores. Comment Paris compte gérer cette divergence persistante avec Moroni. Mais surtout, il y a une question qui revient de plus en plus, qu'avant la visa Balladur, un citoyen qui est à Gazidja, qui peut aller voir sa famille à Mayotte pour aller facilement, mais avec l'arrivée de visa Balladur, ça entraîne des centaines de morts sur la mer entre Anjouan et Mayotte. Comment la France vient-il évoluer sur cette visa Balladur qui est souvent critiquée ici dans les autres îles? Sur Mayotte, il y a un désaccord qui est bien connu. Vous le rappelez, les Comores considèrent que Mayotte est comorienne. Nous, la France, considérons que Mayotte est un département français, le 101e département français. Ce différend, il est bien connu et il est là. Il faut faire avec. Moi, je pense qu'il faut, sur cette question, là aussi, apaiser le dialogue. Il l'est d'ailleurs apaisé la plupart du temps. Il y a un point qui me paraît, une façon de le faire qui est absolument fondamentale, et finalement c'est aussi une façon de dépasser cette question du visa. C'est de promouvoir les échanges économiques qui existent au sein de l'archipel. C'est-à-dire que, imaginons que vous êtes un agriculteur anjouanais, eh bien vous allez pouvoir trouver sur le marché à Mayotte, à condition bien sûr de respecter les normes sanitaires qui peuvent être parfois assez strictes, c'est le marché européen. Donc si vous respectez ces critères de qualité, vous allez pouvoir exporter, vendre à Mayotte, où par ailleurs il y a des besoins sur les produits agricoles notamment. Et comme ça, vous allez avoir des flux contrôlés, des flux économiques contrôlés, qui vont bénéficier aux populations des quatre îles finalement. Et moi je crois vraiment à ce projet, c'est même une de mes priorités. Il y a des obstacles, je parlais des normes phytosanitaires, c'est fondamental pour être sûr de la qualité des projets, des produits qui seront vendus, mais il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Il y a à Boély, en Grande Comore, à Anjouan, une agriculture de grande qualité. J'en profite tous les jours. Donc moi je crois très très fort à cette façon de faire. On observe ces dernières années un intérêt croissant des nouvelles puissances pour les Comores, notamment les États-Unis et la Russie. Comment la France analyse-t-elle cette évolution géopolitique dans l'océan Indien? Bon, un intérêt croissant ou un intérêt constant, je ne sais pas. D'ailleurs, vous avez cité deux pays, mais il faudrait peut-être se pencher sur chaque cas qui n'est sans doute pas identique. Nous, France, bon, d'abord, moi, c'est aux Comores de décider de qui sont ses partenaires. Vraiment, c'est une question qui relève de la souveraineté comorienne. Nous sommes un pays riverain. Il y a la Réunion, par exemple, nous sommes dans l'océan Indien. Donc nous sommes là en tant que pays riverain. Donc finalement, notre action, notre position, notre réflexion, notre stratégie, elle n'est pas en réaction à ce que d'autres partenaires font. Bien sûr, on regarde ce que font les autres, et c'est très important. Mais moi, ma mission, ma priorité, c'est de maintenir ce partenariat avec les Comores, de montrer aux Comores que nous sommes un partenaire prévisible, loyal. Vous vous souvenez que c'est une expression que le président Macron a utilisée récemment, loyal and predictable, c'était en anglais. Je peux mettre des lunettes d'aviateur si vous voulez vous souvenir encore mieux de cette séquence. Mais je pense que c'est fondamental que nous puissions continuer à montrer que nous sommes un partenaire prévisible, loyal, fidèle, avec lequel on peut travailler sur tous les sujets, sans tabou, de façon constructive, apaisée. Après, l'intérêt des autres puissances, à chacun de faire son travail. Nous n'avons strictement rien à craindre sur ce point. Justement, comme on est dans la géopolitique aussi internationale, on va sûrement parler de la question qui est d'actualité actuellement, notamment la question entre Israël et l'Iran et les États-Unis, qui inquiète la communauté internationale, qui est la position de la France face
à cette crise internationale et surtout quels les impacts que nous, qui sommes dans le ONG, qui pourraient nous arriver quelque chose. Notre position, elle est très simple et d'ailleurs, nous la partageons avec les Comores. Il faut qu'il y ait une désescalade. Cette crise, cette guerre, cette violence sont absolument regrettables. Il faut vraiment maintenant, dès que possible, sortir de cette escalade parce qu'il n'y aura pas de conséquences positives à cette guerre. Ça me paraît évident, ça aura des conséquences sur le coût de l'énergie, sur le coût des denrées, et ça va affecter le globe en entier, en particulier cette région, et je pense que ça n'est vraiment l'intérêt de personne. Donc la position de la France, et encore une fois je suis extrêmement content de voir qu'elle est absolument partagée par les Comores, c'est qu'il faut qu'il y ait une désescalade et que la diplomatie reprenne ses droits au Proche-Orient. Monsieur l'ambassadeur, nous arrivons au terme de notre entretien, mais avant de terminer, il y a une question qui revient souvent, que la France est un pays de droits de l'homme, qui respecte les droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme. Mais il y a un ancien président, Ahmed Abdallah Ahmed Sambi, qui est emprisonné, je crois, ça fait 8 ans qu'il est en prison. Vous êtes un nouvel ambassadeur. Chaque ambassadeur qui vient ici, on pose cette question. Que pensez-vous et comment la France réagit sur cette personne? C'est un ancien président qui est aujourd'hui détenu il y a presque 8 ans. La question Sambi. Je connais cette situation, elle est bien connue par mon pays. Je pense que ce n'est pas un pays étranger de s'ingérer dans une question pareille. C'est une question de justice, c'est une question politique. Et ce n'est pas ni à mon pays ni à un autre de s'ingérer. En tout cas, je pense qu'il serait problématique que l'on fasse des déclarations publiques sur ce sujet. On peut parler de tous les sujets, mais encore une fois, dans ce partenariat que nous avons avec les Comores, je pense que ce sont des questions dans lesquelles je n'ai aucune raison de m'ingérer. Depuis votre arrivée à Moroni, qu'est-ce que vous avez le plus marqué dans le pays? Et pourriez-vous dire une phrase en chikomori pour les Comoriens? Écoutez, on a été très sérieux dans notre conversation jusqu'à présent, donc permettez-moi d'aller sur un registre un petit peu plus léger. Moi, ce que j'aime le plus ici, c'est que les Comoriens sont pour l'Olympique de Marseille. Je vois partout l'emblème droit au but de l'Olympique de Marseille. Et que demander de plus? Moi, ça me comble de bonheur. Moi, et bien sûr, je suis un supporter de l'OM. Donc, moi, je suis parisien. Mais personne n'est parfait, monsieur. Mais en tout cas, c'est évidemment pour plaisanter, mais c'est quelque chose de très sympathique. Pour ce qui est de dire une phrase en comorien, moi j'aime beaucoup tout ce qui est sur le registre de l'amitié, de la solidarité. Donc vous savez que je prends des cours de shikomori en ce moment, et mon professeur m'a appris une phrase que je vais dire en espérant la dire le mieux possible. Ujama Uza Lulu. Je pense que la solidarité, l'amitié peut faire naître des perles. Et j'aime beaucoup cette image, et je crois vraiment fondamentalement à cette philosophie, Ujama Uza Lul. Avant de clôturer cette émission, monsieur l'ambassadeur, si vous avez un message particulier à passer à la population comorienne ou aux téléspectateurs que nous suivent sur cette émission, ou si vous avez quelque chose que j'aurais pu vous poser comme question, que j'ai oublié, vous avez le temps de passer le message et de conclure cette émission. Moi, je crois que vous avez été très complet, très exhaustif, comme toujours. Moi, ce que je voudrais exprimer à la population comorienne, c'est l'honneur que je ressens, la fierté que je ressens de représenter mon pays, la France, dans un pays comme l'Union des Comores, avec lesquels les liens d'amitié, de fraternité sont si importants. Merci, monsieur l'ambassadeur. Nous arrivons au terme de cet entretien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, et de nous avoir suivis. À très bientôt sur les antennes. Encore une fois, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup de votre accueil. Merci.